d'une certaine manière, je suis devenu passionné contre le stalinisme par mauvaise conscience de ne pas m'être exprimé contre l'hitlérisme. Raymond Aron, né le 14 mars 1905, docteur en philosophie, professeur à la Sorbonne de 1955 à 1967, chargé de cours aux universités américaines de Harvard et de Columbia, éditorialiste au Figaro, 25 livres publiés en 30 ans, marié, père de 2 enfants, spécialité, philosophie, sociologie, économie, stratégie. Vous êtes né où? Paris. À Paris. Et j'ai fait des études au lycée de Versailles. Puis j'ai été au lycée Condorcet, préparer l'école normale supérieure, où je suis entré en 1924. Et j'ai eu pour condisciples là-bas, comme amis, Sartre, Nizan, Lagache et un certain nombre d'autres. Ça, vous êtes de la bonne génération, si on peut dire. On dit quelquefois je suis d'une bonne année. J'ai donc passé l'agrégation de philosophie en 28 et Sartre en 29. Exactement. Vous avez vu arriver le Hitler, donc, comme phénomène. Oui, comme vous le savez, j'ai vécu en Allemagne 2 ans, 2 ans et demi, entre 1931 et 1933, et j'ai été profondément marqué par mon séjour en Allemagne. Vous étiez où, à Berlin? D'abord, j'ai été lecteur à l'université de Cologne, et puis ensuite, j'ai été à la Maison académique française de Berlin. Et j'ai été marqué par mon séjour allemand d'une manière souvent ignorée. J'étais sorti de la formation intellectuelle française en bon idéaliste, en bon naïf, inconscient de la politique, de ses rudes nécessités, et j'ai découvert la politique en voyant la montée de l'hitlérisme. Ce qui m'a donné ce que d'aucuns appellent mon scepticisme, d'autres mon cynisme, d'autres mon réalisme. À mon sens, votre pessimisme aussi. Pas pessimisme, mais j'ai découvert que l'homme était capable d'atrocités. Entre 1930 et 1933, j'ai renoncé à mes aspirations métaphysiques, j'ai renoncé à la méditation sur les sciences de la nature, convaincu que ma formation mathématique initiale était insuffisante, et je me suis décidé à réfléchir sur les sciences sociales, ou plus exactement, sur la conscience que nous prenons de la réalité historique et les conditions dans lesquelles nous en prenons conscience. Au fond, j'ai commencé mon dialogue avec le marxisme à l'époque. Je me suis dit, j'ai des opinions politiques et au fond, je suis incapable de les justifier. C'est indigne d'un intellectuel. Du moment que je m'affirme de gauche ou socialiste, je dois savoir pourquoi. Et c'est pour me rendre compte à moi-même de mes jugements politiques que j'ai voulu faire des sciences sociales. En ce sens, la politique ou la curiosité, l'intention politique se trouve à l'origine de mes recherches scientifiques. C'est peut-être pourquoi elles sont impures. À partir de ce moment-là, j'avais une formation économique et sociologique qui me permettait de réagir aux événements à demi en sociologue ou à demi en spécialiste, et non pas comme un intellectuel de gauche classique. Ce qui ne signifie pas que je n'ai pas gardé le même système de valeurs qui est typique de ce que je considère comme l'intellectuel de gauche, c'est-à-dire la liberté de l'esprit, la rationalité, et dans la mesure tolérée par les sociétés, l'idée égalitaire. Tout cela, je ne l'ai jamais abandonné. Vous partez à Londres parce que, comme juif, vous ne voulez pas rester dans l'Europe dominée par Hitler, ou est-ce parce que vous voulez continuer la guerre? Ou est-ce que ça se mélange? Si je vous disais que je partais parce que j'avais peur, je pense que je serais trop sévère pour moi-même. Si je vous disais que je suis parti pour continuer la guerre, j'aurais l'air de jouer au héros. Finalement, vous pouvez choisir. Personnellement, je pensais ceci, l'Angleterre continue la guerre, je vais être du côté de ceux qui continuent la guerre. Alors, quant à l'inconscient, chacun est libre de l'interpréter à sa façon, et j'ai horreur soit de m'accuser, soit de me justifier, parce que je ne sais pas comment je pourrais le faire. Une question sur cette époque, parce qu'elle est tout de même toute proche de nous, celle-là. Enfin, elle pèse encore sur les consciences. La légende, parce que vous avez déjà une légende, bien sûr, n'exagérons rien, dit qu'à Londres, vous avez cette particularité d'être un Français libre, non gaulliste. Oui, enfin, c'est vrai. Je n'étais pas un orthodoxe. Je n'étais pas un gaulliste comme étaient la plupart des gaullistes, pour diverses raisons difficiles à expliquer, mais que je voudrais essayer de résumer. D'abord, l'émigration française à Londres, comme toutes les émigrations, livrait dans le verbal et dans l'imaginaire toutes les batailles politiques entre gaullistes et non-gaullistes qui se sont déroulées
ensuite en France dans la réalité. Ensuite, dans la première phase, c'est-à-dire avant la libération de l'Afrique du Nord ou avant le débarquement allié en Afrique du Nord, je n'étais pas d'accord avec le caractère extrême de la propagande des gaullistes contre le gouvernement de Vichy. Car je souhaitais pour mon compte passionnément qu'à l'occasion du débarquement en Afrique du Nord, que j'attendais comme tout le monde, la plus grande partie des Français qui étaient restés du côté de Vichy puissent rejoindre les résistants et les gaullistes. Maintenant, nous sortons de la guerre. Alors la situation devient de nouveau mystérieuse. Vous êtes un universitaire qui ne rentrait pas à l'université. Oui. Un journaliste qui ne récupère pas un journal pour en prendre la direction, Oui. ce qui était très facile à l'époque. Un économiste qui écrit peu d'économie à l'époque. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai d'abord été le directeur du cabinet d'André Malraux au ministère de l'Information pendant 2 mois. Et il y avait là comme secrétaire général du ministère Chaban-Delmas, qui depuis a fait une belle carrière politique. Puis quand le général de Gaulle a quitté le pouvoir, je ne savais pas trop quoi faire pour gagner ma vie. Et Malraux, qui était un grand ami de Pascal Piat, le directeur de Combat, m'a dit « Vous devriez écrire des articles à Combat ». J'ai commencé à écrire des articles à Combat, et il paraît qu'ils ont eu un certain succès. Et j'ai comme ça gagné ma vie comme journaliste à Combat. Et puis quand Combat a cessé d'être le vrai combat, enfin ce que je considère comme le vrai combat, bien que le combat actuel soit amusant, je suis entré au Figaro, parce que Pierre Brisson m'a demandé d'entrer au Figaro, après avoir hésité entre le Figaro et Le Monde. Et comment, durant cette période, est-ce que vous en êtes arrivé, d'une part, à l'engagement dans le RPF, et plus profondément, probablement, parce que je crois que c'était plus important pour vous, à cette ouverture d'une bataille avec les intellectuels, au fond, qui ne finit pas. Laissons de côté le RPF, qui ne m'intéresse pas beaucoup. Malraux dit que c'est par amitié pour lui. C'est peut-être vrai. Si je cherche une justification plus rationnelle, je dirais, et je pense que je l'ai pensé à l'époque, la 4e République me paraissait présenter tous les défauts de la 3e qui m'avaient désespéré dans les années 30. J'avais le sentiment qu'une réforme fondamentale était nécessaire et j'espérais qu'elle pourrait se faire progressivement à froid grâce à un RPF parlementaire, à un gaullisme parlementaire. Alors je viens à votre deuxième question, mon conflit avec les intellectuels. Ouais, il ne faut pas dire avec les intellectuels, avec certains intellectuels. Eh bien, d'une certaine manière, je suis devenu passionné contre le stalinisme par mauvaise conscience de ne pas m'être exprimé contre l'hitlérisme. Je vous ai expliqué il y a quelques instants que j'avais été paralysé pour m'exprimer contre Hitler et le national-socialisme. Dans le cas du stalinisme, je n'étais plus paralysé. Nous sortions d'un régime totalitaire qui avait répandu le malheur sur le monde. Et j'ai été saisi d'une espèce de fureur en voyant que tant d'intellectuels de bonne volonté tombaient à nouveau dans le piège du totalitarisme et croyaient qu'un totalitarisme était bon parce qu'il se réclamait d'une doctrine qui en elle-même est noble, généreuse, rationaliste, humanitaire. Alors j'ai eu une espèce de fureur, probablement excessive, qui venait du fait que je ne m'étais pas manifesté assez dans les années 30, et alors comme une partie importante de l'intelligentsia, y compris mes anciens amis, Sartre, Merleau-Ponty, étaient communistes ou communisants, je suis devenu, parmi les intellectuels qui passaient pour avoir une certaine valeur, un de ceux qui s'exprimaient le plus vigoureusement contre le stalinisme. Vous le savez, j'ai publié L'opium des intellectuels en 1955, livre auquel je tiens parce que je suis sorti d'une longue crise personnelle provoquée par des malheurs familiaux pour écrire ce livre, L'opium des intellectuels, qui a été pour moi, pour ainsi dire, la guérison personnelle. Et alors, ce livre, L'opium des intellectuels, paru en 1955, juste avant mon élection à la Sorbonne, qui a été une bataille politique incroyable, et en 1956 est arrivé le discours de Khrouchtchev qui m'a fait dire, après tout, ce n'était pas nécessaire d'écrire ce livre. L'intellectuel français est séparé des réalités économiques et sociales qu'il connaît mal. Il a la nostalgie de l'universalisme, de l'universalité. Il est insatisfait d'une petite France. Il est de tradition gauche. Il vit dans un pays catholique. Et les pays catholiques sont probablement plus exposés à l'universalisme communiste que les pays protestants. Il rêve d'une solution totale des problèmes sociaux. Et puis il y a un élément de conformisme. Enfin,
Il est plus facile de se dire de gauche que de refuser de l'être. Vous connaissiez Marcuse? Bien entendu, je connais Marcuse depuis toujours. Je le connais depuis Francfort, avant Hitler. Je le connais depuis 1930 et 1931. Je l'ai vu un peu dans l'émigration. Songez que j'ai travaillé avec l'équipe de la Zeitschrift für Sozialforschung, c'est-à-dire l'équipe des marxistes de Francfort, quand j'étais secrétaire du Centre de documentation sociale à l'École normale supérieure, entre 1934 ou 1935 et 1939. Je dirais volontiers que Marcuse, je le connais depuis toujours. La seule chose qui me surprenne, c'est sa gloire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on le découvre et que celui que j'appelle le grand-père weimarien devienne d'une certaine façon le prophète, le père des jeunes contestataires. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce mélange de freudisme, de marxisme, le marxisme qui est plutôt une critique culturelle qu'une critique socio-économique, deviennent tellement à la mode aujourd'hui, en 1968 ou 1969, alors que Marcuse lui-même appartient de manière extraordinairement étroite à l'atmosphère de Weimar. C'est un homme de Weimar qui revient à la mode en 1969. Il y a une question. Vous avez fait de la philosophie, vous avez fait de l'économie politique, vous avez fait de la sociologie, vous avez fait de la stratégie. On a l'impression que vous avez passé votre vie à courir à travers toute une série de sciences connexes vers une vérité qui vous fuyait. Oui. Difficile de répondre. Il y a d'abord, je crois, dans mon existence, un accident, et un accident qui a eu des conséquences. C'est le journalisme. Et j'ai eu très mauvaise conscience pendant des années, par le fait que j'avais une activité de journaliste en dehors de mon activité universitaire. Au début des années 50, quand je n'étais pas réellement rentré dans l'université, j'avais eu très mauvaise conscience. J'avais le sentiment de rater mon existence, car j'ai toujours attaché plus de prix, plus de valeur à l'activité d'enseignement et à l'activité de science qu'à l'activité journalistique. Alors vous parlez des activités successives. Le point de départ, naturellement, ma malédiction, ma bénédiction, c'est Marx. Marx, que j'ai commencé à lire à partir des années 30, j'ai consacré je ne sais pas combien de temps à étudier le Capital, et puis parce que Marx était un philosophe d'un type nouveau, qui était à la fois philosophe, économiste, homme de la politique, homme des relations internationales, il a traité de tout. Et j'ai suivi Marx à la trace, c'est-à-dire j'ai fait de l'économie pour comprendre les économistes de mon temps, comme Marx avait consacré 30 ans à étudier les économistes de son temps. Mais à notre époque, quelle que soit la science auquel vous touchiez, que ce soit l'économie politique, que ce soit l'économétrie, que ce soit la stratégie, vous ne pouvez travailler que sur des synthèses déjà faites par des groupes que vous ne connaissez pas et qui ont ou n'ont pas une véritable valeur scientifique. Ou bien il vous faudrait être à la tête de 15 instituts. Enfin, oui. Keynes en avait déjà un. Vous avez raison. Vous mettez le doigt sur une difficulté de ce que j'essaye de faire, mais je voudrais vous répondre vraiment très, très franchement, mais point par point, c'est-à-dire économie politique d'un côté, stratégie de l'autre. En ce qui concerne l'économie politique, je ne prétends absolument pas être un économiste. J'ai appris assez d'économie pour pouvoir lire les économistes à condition qu'ils n'emploient pas des mathématiques qui dépassent ma connaissance mathématique. Avant la guerre, je suivais l'économie keynésienne. Depuis, on a fait beaucoup mieux, beaucoup plus savant, et je n'ai pas du tout la prétention de suivre tout ce que l'on fait en matière d'économie ou d'économétrie. Seulement, un des paradoxes de l'économie moderne, c'est que l'extraordinaire complication des modèles, des théories, des schémas, jusqu'à présent, ne joue qu'un rôle très limité pour la gestion de la conjoncture économique. Et l'économiste le plus sublime, lorsque Kennedy lui demande des conseils, écrit un rapport
que, jusqu'à un certain point, je pourrais rédiger. C'est-à-dire qu'on n'utilise qu'une économie assez primitive pour répondre aux questions que vous pose le prince qui gouverne. Alors je comprends les conseillers du prince économiste, ce qui me permet d'un autre côté de comprendre, pour l'essentiel, le fonctionnement d'un type d'économie, que ce soit l'économie soviétique ou l'économie occidentale. En d'autres termes, il ne me paraît pas exclu pour un homme cultivé d'aujourd'hui, qui n'a pas la prétention de rivaliser avec les économistes professionnels, d'utiliser les travaux des économistes, de faire une discrimination entre eux, et d'utiliser leurs résultats pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Ça ne me paraît pas témoigner ni d'une prétention excessive, ni d'une légèreté coupable. Vous êtes parti de la philosophie de l'histoire, et puis vous y revenez, finalement, et dans dans ce que vous écriviez quand vous étiez jeune et dans ce que vous venez de dire maintenant, on retrouve toujours la même interrogation, qui est d'ailleurs un peu chez Marx. Qu'est-ce que l'histoire? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Oui. C'est-à-dire, quelle est la signification de notre vie? Finalement, vous êtes un métaphysicien converti en sociologue. Je suis un camouflé en sociologue. Je suis un métaphysicien frustré. Je suis un métaphysicien frustré car mon véritable intérêt, ma véritable passion quand j'étais jeune, était la philosophie au sens le plus métaphysique du terme. Seulement, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus, je croyais que l'âge de la science interdisait une certaine sorte de spéculation métaphysique. Et peut-être qu'en m'obligeant à faire de l'économie, de la sociologie, de la politique et de la stratégie, peut-être j'ai retrouvé l'interrogation métaphysique. Vous savez, dans les Gifford Lectures, il y a quelques années, j'ai longuement parlé du dialogue Marx-Machiavel, le conseiller du prince et le confident de la Providence. Alors, j'espère écrire bientôt ces conférences, enfin, un peu sous le titre conseiller du prince ou confident de la Providence. Confident de la Providence, il faudrait être Marx. Conseiller du prince, il faudrait être Machiavel, redevenu métaphysicien. Alors je dirais que j'oscille entre les deux. J'oscille perpétuellement entre les deux. Je m'interroge sur le sens ultime de l'histoire tout en sachant que je ne puis pas le connaître. Et d'un autre côté, je ne me satisfais pas, disons, de l'enquête pointilliste empirique. Dont vous faites le défenseur. Dont je me fais le défenseur à titre éducatif, car ceux qui ne savent pas ce qu'est la réalité ne peuvent pas la changer. Le besoin de rechercher une synthèse, de trouver des réponses de synthèse à la situation des hommes, est simplement le reflet d'une vieille hantise religieuse. Oui, mais enfin, la réponse de synthèse, le destin de la société moderne ne répondra pas à la question religieuse. Et il faut bien distinguer tout de même dans ce que vous me dites, si je puis dire, d'une part, l'homme qui étudie la société que vous êtes, et peut-être le chrétien que vous êtes aussi. Et je suis de ceux qui pensent que la forme extrême d'impiété, c'est de réclamer de la société la réponse aux problèmes religieux. L'économie serait-elle bien organisée? Il resterait le problème de la mort d'un enfant, de ma mort. Et la société ne répond pas à ce genre de problème que nous ne cesserons pas de poser. Alors, laissons de côté ces questions ultimes, peut-être les plus sérieuses. Alors, si je reviens à la synthèse sociologique, dont vous ne voulez pas que je parle et dont je veux parler, eh bien ça, c'est tout autre chose. C'est une vision qui se veut globale de la société, et je n'exclus pas du tout que l'on fasse une espèce de synthèse provisoire de l'état d'une société ou de la nature d'une formation sociale. Mais je dis que c'est une synthèse provisoire et partielle parce qu'elle est dictée par les questions que je pose à la réalité et que je ne peux réduire un système indéfini qui est la totalité du social au défini que par des concepts ou des questions. Voilà ce que je veux dire. Et ce n'est pas une forme d'abdication. Je crois que c'est la reconnaissance de ce qui est l'essence même de la pensée scientifique. Mai 68, les beaux jours pour vous sont terminés. En deux étapes, deux articles, si je me souviens bien, vers le 13-14 mai. Oui. Vous laissez percer un grand scepticisme quant à la révolution qui s'avance. Oui. Et puis... Un peu plus que du scepticisme. Un peu plus que du scepticisme. Et puis, environ un mois après, vous allez... déchirer la tunique en couture de l'université, si je puis dire, si elle ne l'est pas à l'époque, en appelant les universitaires qui n'ont pas tellement envie de s'asseoir sur toutes les barricades, de bien vouloir
Oui. Vous donnez leur nom. Oui. Pourquoi? Là, vous sortez de la distance. Eh bien, oui. On m'a souvent reproché d'écrire des articles d'analyse sans prendre position. Monsieur Giscard d'Estaing, dans une conversation à la radio, m'a fait ce reproche. Je lui ai répondu, lorsqu'il s'agit d'une décision d'ordre économique, il y a toujours des arguments pour et contre. J'essaye d'expliquer le pour et le contre, et je ne suis jamais sûr d'avoir raison, surtout que le ministre de l'économie nationale dispose de tellement plus d'informations qu'un simple journaliste. Mais, lui ai-je répondu, lorsqu'il s'agit d'une grande question, par exemple l'Algérie, je n'ai jamais hésité à prendre position, et de manière assez brutale. Dans les affaires de mai-juin, j'ai pris position de manière plus passionnée que dans aucune circonstance, et d'une certaine manière, cette prise de position passionnée ou passionnelle peut paraître paradoxale. Je n'étais pas un gaulliste orthodoxe, et j'aurais été horrifié que le régime du général de Gaulle fût renversé par des émeutes de rue. J'aurais été, en tant que Français, profondément humilié si Cohn-Bendit avait renversé le général de Gaulle, pour le dire de cette manière. J'aurais jugé indigne d'un pays sain, d'une nation vivante, de laisser son régime être renversé à partir de troubles sans justification visible. Par conséquent, j'ai été d'un bout à l'autre de la crise favorable à une solution conforme à la légalité et opposé à toutes les solutions qui, à mon sens, ne pouvaient conduire qu'à un gouvernement de gauche ou d'extrême gauche avec l'hypothèque communiste. En ce qui concerne l'université, de la même façon, on aurait pu attendre que je prenne position pour les révolutionnaires, puisque j'avais été depuis plus de 10 ans à l'intérieur de l'université un critique de l'université traditionnelle. Et après tout, je ne suis pas un universitaire de type classique. D'abord parce qu'un bon universitaire n'écrit pas aussi souvent dans les journaux que je l'ai fait. Ma carrière avait été en zigzag, et après tout, beaucoup de mes collègues traditionnels jugeaient que mon activité journalistique était au fond peu compatible avec la vocation d'un universitaire. Eh bien, au cours du mois de mai et du mois de juin, je me suis senti profondément universitaire, et si j'ose presque dire, un universitaire traditionnel. Parce que j'avais le sentiment que les contestataires de mai mettaient en question les fondements mêmes de toute université. Deux raisons, mais deux raisons simples. D'abord, dans l'université, je pense que quelles que soient les opinions politiques de chacun, on doit s'efforcer d'être avant tout un homme de science. Je suis disciple de Max Weber, ce qui signifie que j'essaye de différencier l'homme politique et le savant, et que le mouvement de mai allait dans la direction de la confusion. Et deuxièmement, je pense que la vie universitaire est fondée sur la discipline volontaire des étudiants. Il me paraît évident que si les étudiants ne veulent pas écouter les professeurs ne peuvent pas parler. Il n'y a aucun moyen d'imposer l'étude dans l'université. Par conséquent, ce que j'ai cru voir au moment de mai-juin, ce n'était pas le prologue de réforme que je souhaitais de toutes mes forces, mais une de ces grandes crises nationales françaises où un édifice vermoulu s'effondre. Je ne voulais pas tellement sauver l'édifice vermoulu, mais la manière dont on l'abattait m'indignait et provoquait en moi une réaction violente. Enfin, je dis violente, après tout, j'ai été beaucoup moins violent que les contestataires, simplement étant donné, disons, la modération que l'on m'attribue d'ordinaire, au moins dans l'expression, j'ai été cette fois-là plus passionné que je ne le suis d'ordinaire, et pour la première fois dans le Figaro, j'ai fait appel à mes lecteurs. Et pour la première fois, j'ai reçu des milliers de réponses. Vous n'êtes pas tout à fait convaincant sur tout cela, moi je trouve. Après tout, chaque fois qu'un mouvement révolutionnaire se déclenche, il charrie dans son mouvement le meilleur et le pire. Et... Vous me citez. Si vous voulez. C'est une phrase de la Révolution introuvable. Le mouvement de mai, comme tous les mouvements révolutionnaires, charrie avec lui le meilleur et le pire. Enfin, il y avait une critique de la civilisation hiérarchique napoléonienne dans laquelle nous sommes, qui est quelque chose de probablement très positif, en cassant le mouvement, enfin en étant parmi les gens qui se sont fermés le dialogue, le mot est mauvais, excusez-moi,
fermé toute possibilité de se faire entendre d'une partie de ce public romantique 48A, etc. Est-ce que vous n'avez pas fermé une possibilité importante? Alors, votre question ou votre objection n'est pas en elle-même tellement claire. D'abord, je n'ai jamais nié qu'il y eut dans les critiques formulées par le mouvement de mai beaucoup d'éléments valables. Je l'ai toujours dit. Et après tout, je ne suis pas devenu rétrospectivement le défenseur d'une université que j'avais critiquée beaucoup plus que mes collègues qui se sont sentis une âme révolutionnaire au moment de mai 1968. Et j'ai toujours dit que les critiques que je formulais dans le passé, je les maintenais. La deuxième question est de savoir quelle attitude il convenait d'adopter au moment où la tempête se déchaînait. Alors là, je suis de tempérament, si vous voulez, un combattant. C'est-à-dire que je n'aime pas aller avec le vent, je n'aime pas être un suiveur, et dans la mesure même où nous entrions dans un conflit, puisqu'il y avait des contestataires, il fallait qu'un certain nombre d'intellectuels, d'adultes, de professeurs leur tiennent tête. Et après tout, vous reconnaîtrez avec moi qu'il n'y en avait pas tellement qui osaient parler haut à ce moment-là. Donc, si j'ai été de ceux qui ont répondu, qui ont dit non, je pense que dans la dialectique du conflit social, d'où sortent les réformes, j'ai joué un rôle utile. Parce qu'il fallait qu'il y eût quelqu'un qui leur répondît un certain nombre de vérités de bon sens. Maintenant, vous me faites une objection probablement valable, c'est-à-dire ad hominem. Vous me dites, vous êtes fermé les possibilités, vous êtes fermé le dialogue avec ces jeunes gens. Bien, en effet, un certain nombre d'entre eux se représente maintenant Raymond Aron comme une espèce de monstre de conservatisme ou comme un idiot absolu. Mais je dirais, ça passera. Ce n'est pas vrai pour tous. Parmi les plus contestataires, il y avait quelques-uns de mes étudiants ou des garçons qui faisaient des thèses avec moi. Bon, ils sont revenus me voir au mois d'octobre et ils recommencent à discuter raison avec moi. De telle manière que je ne suis pas absolument assuré que ce que j'ai à dire ne sera pas entendu sous prétexte que c'est moi qui le dis. Bien sûr, aujourd'hui, je suis devenu, pour une certaine partie de la jeunesse, une espèce de monstre. Je suis celui qui n'a pas marché, celui qui a dit des choses désagréables, celui qui n'a pas répété à la suite des adultes qui voulaient rivaliser avec les jeunes gens, admirable jeunesse. Non, je n'ai pas dit cette sorte de choses. Et beaucoup m'en veulent. J'ai reçu, après la Révolution introuvable, une lettre d'une jeune fille du 16e arrondissement qui m'a écrit « Vous insultez à nos morts ». Fort heureusement, il n'y a pas eu de morts, des émeutes du mois de mai, et les morts sont revenus sur les routes lorsque la Révolution a été finie. Donc, quand on me dit « Vous insultez à nos morts », je n'insulte à rien du tout. Il y a eu une espèce de grande vague de révolte étudiante qui est devenue une grande vague de révolte sociale, qui nous a révélé des défauts structurels de la société française, que nous connaissions, mais que nous ne connaissions pas assez, que nous acceptions trop facilement et que nous devons corriger, mais il y a eu aussi un de ces grands moments d'illusion lyrique où les Français vivent dans l'imaginaire le contraire de l'existence réelle, et il fallait bien qu'il y eût quelques intellectuels pour les ramener sur la terre. Plus les Français vivent dans la hiérarchie, plus dans les moments d'illusion lyrique, ils rêvent d'égalité. Je vais vous citer un texte que vous connaissez, l'éducation sentimentale. Vous vous souvenez, la promenade à travers la Révolution de 1848, et au Club de l'intelligence, on dit « Citoyens, il faut supprimer tous les diplômes ». Et l'autre répond « Non, citoyens, c'est le peuple qui doit les décerner ». Bon, en mai 1968, c'était le peuple de nouveau, c'est-à-dire les étudiants, qui devaient décerner les diplômes. Bien sûr que c'est le rêve, bien sûr que c'est l'imaginaire, bien sûr que, en période normale, personne ne croit à ce genre de système. Mais il fallait bien, lorsque la Sorbonne était occupée et qu'il se passait un certain nombre de choses déplaisantes, que quelqu'un protestât. Et alors je voudrais vous dire une chose qui pourrait choquer, mais il y avait beaucoup d'éléments sympathiques dans le mouvement de mai. Mais il y avait d'autres éléments qui l'étaient moins. Lorsque les inscriptions à l'égard du doyen étaient de l'ordre de crève salope,
il y avait bien lieu pour un vieil universitaire à faire des réserves, non? Oui, vous avez employé le mot de raison et puis ensuite celui d'imaginaire. Au fond, est-ce que ce qui s'est passé un peu en mai et ce qui vous a heurté le plus, c'est justement cette délivrance de la raison? Vous êtes un homme rationnel. Vous avez dit que j'étais passionné. Je ne l'ai pas encore dit là, je m'apprêtais bien à le dire un peu plus tard. Je crois effectivement que vous êtes passionné, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Ce qui me paraît important, c'est que tout de même, au fond, les gens n'aiment pas vivre comme vous écrivez. Ils n'aiment pas que la balance des choses soit presque égale et que le choix soit difficile, que 2 et 2 fassent toujours 4. Et puis brusquement, on les a introduits depuis la guerre dans une société dans laquelle justement les choses sont rationnelles, dans laquelle... Enfin. Un petit peu, hein, enfin. Ben, ils n'en ont pas voulu. Oui. Et ça, vous l'introduisez où dans votre système? Il est vrai qu'une partie de la société française ne veut pas ce que j'appellerais le prix du progrès économique. Ils souffrent de la rationalité de l'organisation, ils souffrent des grands ensembles, ils souffrent de perdre l'initiative, la liberté de choix, et probablement n'aiment-ils pas beaucoup l'industrie moderne. Mais d'un autre côté, la plus grande partie de la population française veut l'amélioration du niveau de vie et veut un certain nombre des biens que les intellectuels traitent avec tant de mépris. La notion de société de consommation est devenue une notion péjorative. Mais en fait, la majorité des Français souffrent de ne pas avoir accès aux biens, aux marchandises, aux choses que produit cette société. Alors, dans cette protestation contre la société de consommation, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une révolte un peu puérile des enfants gâtés de la bourgeoisie qui possédaient déjà les biens, qui méprisaient les biens qu'ils possédaient et qui oubliaient que la masse de la population en est encore à obtenir ces biens qui leur sont offerts avec tant de facilité? Ce que vous dites est vrai pour les étudiants, mais les 8 ou 9 millions ou 10 millions, je ne sais pas le chiffre, d'ouvriers qui se sont mis en grève. La masse des ouvriers demandait une amélioration de leurs conditions de travail. La protestation... Pour vous, c'est clair. Il n'y a, non, pas eu d'ambiguïté, là. Non, ce n'est pas si clair que cela. Je dirais que, dans l'ensemble, la protestation des salariés demeurait une protestation de style traditionnel, c'est-à-dire la revendication de l'amélioration de leur sort matériel. Cependant, il s'y joignait, dans une partie des salariés, chez les cadres et chez les syndicalistes, la revendication d'une participation plus grande à la gestion des entreprises et un effort pour que les relations interpersonnelles dans l'entreprise eussent un caractère plus humain. Alors, ce genre de protestation qui va au-delà de la revendication matérielle, ce genre de protestation était là. Il a une signification, il a une valeur. Il a été étouffé. Non, il n'a pas été étouffé. Il reste présent en permanence dans la société. Mais ce qui risque de l'étouffer, c'est le mépris de ce qu'ils appellent société de consommation. Car ce n'est que dans la mesure où il y a une abondance suffisante de biens, quand l'on peut atteindre l'objectif qui vient après, c'est-à-dire créer suffisamment de communautés dans les entreprises pour que les individus n'aient pas le sentiment de payer par ce que l'on appelle aujourd'hui l'aliénation, l'amélioration de leurs conditions matérielles. Mais on ne peut pas améliorer ces conditions humaines du travail si l'on n'améliore pas simultanément le rendement de la production. Si vous le voulez, on va venir maintenant à la situation actuelle, parce qu'elle est tout de même bien intéressante à regarder. Mai se termine, la France rentre dans une période de pseudo-calme, puis, durant l'année 69, se passent à toute vitesse ces deux événements tout à fait extravagants. Un référendum auquel les Français disent non, ce qui est tout de même assez rare dans l'histoire, le général de Gaulle disparaissant, une élection présidentielle se passant dans l'ordre, et le successeur du général de Gaulle étant un gaulliste lui-même, alors que la France, théoriquement, aurait dû rejeter tout le système, en apparence. Oui. Et puis, au fond, tous les traits de cette société que nous avons vus tendus en mai restent les mêmes. Oui. En plus, on aborde un gouvernement calme, qui a l'air radical, heureux, une espèce de directoire. Tout ça dans une période dans laquelle le monde est dans une espèce d'inflation. Alors, il y a un soulagement,
il y a une inquiétude. Au niveau des industriels, vous le savez bien, il y a une formidable inquiétude, presque plus grande que celle qui a suivi mai, parce que cette fois-ci, ils se demandent quelle conjoncture internationale on va trouver. Est-ce que vous croyez que la société capitaliste peut franchir cette espèce de grande crise d'inflation dans laquelle elle est tombée? Oui, enfin, je voudrais dire un mot. Le référendum était en lui-même surprenant, mais il n'était pas plus surprenant que la personnalité même du général de Gaulle. C'est-à-dire que rien n'obligeait le général de Gaulle à faire ce référendum, et à partir du moment où il le faisait, tous les spécialistes de l'analyse électorale lui ont annoncé à l'avance qu'il le perdrait. Il ne faut pas oublier qu'en 1965, il n'avait pas obtenu la majorité absolue au premier tour, que s'il obtenait normalement des majorités massives quand il posait une question, il posait jusqu'alors des questions populaires, c'est-à-dire des questions auxquelles la majorité des Français souhaitait répondre oui. Pour la première fois, il posait une question à propos de laquelle il y avait incertitude, même chez les gaullistes. Par conséquent, ce qui est extraordinaire, c'est que le général de Gaulle ait voulu engager sa personne, son avenir, sa présidence, dans un référendum qu'il avait de grandes chances de perdre. Mais là, il faudrait faire... On a parlé de suicide inconscient. Il faudrait faire l'analyse de la personnalité du général de Gaulle et savoir pourquoi il préférait perdre ce référendum que rester président avec une autorité diminuée. Je pense que c'est là le centre du problème, mais laissons cette question personnelle et venons à la question plus large. Alors, l'inflation. Pour commencer, je crois que les sociétés capitalistes modernes sont devenues par essence des sociétés inflationnistes. D'abord parce qu'on ne peut pas diminuer les salaires nominaux dans la société capitaliste moderne. Et deuxièmement parce que l'on privilégie la croissance, l'expansion, aux dépens de la stabilité. Si les salaires ne peuvent que monter, et si l'on veut avant tout s'assurer un taux élevé d'expansion, l'inflation, c'est-à-dire une hausse annuelle des prix, devient, à mon avis, inexorable, inévitable. Toute la question est de savoir si cette hausse se situe entre 1,5 et 2,5, ce qui est l'allure acceptée en République fédérale allemande ou aux États-Unis, ou bien si elle devient 5 ou 6% comme aux États-Unis depuis 1 an et demi, ou comme en France. Alors, quand on arrive à 5% ou 6%, l'allure est trop rapide et il faut prendre des mesures de déflation. Mais votre question m'embarrasse parce que je ne sais pas si vous me posez une question à court terme, c'est-à-dire sur les 12 prochains mois, ce qui est après tout une péripétie, comme disait le général de Gaulle, ou bien si vous me posez une question plus profonde, c'est-à-dire est-ce que le genre de régime économique dans lequel nous vivons, le régime occidental ou capitaliste, peut continuer à vivre dans cette espèce d'inflation permanente? C'est plutôt la deuxième. Parce que la première question est une question de circonstance et qui, après tout, nous obligerait à une analyse détaillée. C'est plutôt la deuxième parce que vous-même avez écrit il y a déjà assez longtemps qu'on ne garderait pas les taux de croissance auxquels on est en train de s'habituer éternellement. Oui, alors toute la question c'est éternellement. Pour commencer, vous le savez probablement, ce qui a gêné l'économie française avant 1968, c'est que le taux de croissance de la productivité dépassait la prévision. C'est-à-dire la productivité par homme augmentait plus qu'on ne l'avait pensé, ce qui avait pour résultat qu'on embauchait moins de travailleurs qu'on ne l'aurait cru. Et pour l'instant, donc, l'augmentation de la productivité par homme se maintient à un taux élevé. Lorsque j'ai dit que la période actuelle est une période qui ne peut pas durer éternellement, je faisais allusion d'abord à l'augmentation de la population mondiale. Il est bien clair que sur la planète Terre, ne peuvent pas vivre des dizaines de milliards d'êtres humains. Et le taux de croissance de la population que l'on observe, disons, depuis 25 ans, si l'on prend globalement la population mondiale, ne peut certainement pas se maintenir des siècles. En ce qui concerne le taux de croissance, disons, de la consommation de pétrole ou de la production d'acier, ces taux, eux non plus, ne peuvent pas se maintenir indéfiniment. Mais si nous laissons le éternellement ou indéfiniment, qui sont des expressions pour les spécialistes du lointain avenir, si nous revenons, disons, aux 10 ou 20 prochaines années, je pense que le taux de croissance du produit national brut français en valeur réelle, qui se situait, disons, 4 à 5% au cours des dernières années, ce taux peut parfaitement se maintenir. Il peut parfaitement se maintenir
si l'on arrive simultanément à empêcher la hausse des prix de dépasser, disons, 2 à 3% par an. Car chaque fois que la hausse des prix est trop rapide, on est obligé d'appliquer les freins. On est obligé de freiner, et en freinant la hausse des prix, on freine simultanément l'expansion. Économiquement, vous avez évidemment raison, mais il y a tout de même toute une série de phénomènes qui prouvent que les gens... Est-ce que les gens voudront? Voilà. Alors là, ce sont... Oui, je comprends. Les hippies je comprends très bien. Il y a deux problèmes différents. Est-ce que, au point de vue de la technique économique, les prochaines 20 années peuvent être aussi brillantes que les 20 dernières années? Car il ne faut pas oublier que la déception actuelle, ce que j'appelle les désillusions du progrès, interviennent après le quart de siècle d'histoire économique le plus brillant de l'histoire du monde, au moins pour l'Occident, et dans une certaine mesure même pour les pays socialistes. Donc je ne vois pas de raison d'ordre strictement économique pour que, à distance d'un autre quart de siècle, un taux de croissance du même ordre ne puisse pas se maintenir. Mais bien entendu, encore faut-il que les gens le veuillent. Et alors c'est la question que l'on a beaucoup discutée au moment de mai, c'est ce que l'on appelle la crise de civilisation, à savoir est-ce que nous sommes capables de transmettre à la jeune génération le système de valeurs qui rend possible une société industrielle rationalisée. C'est ça que vous me demandez. Oui, si vous voulez, pour vous donner un exemple, de longues discussions avec un certain nombre de mes amis qui sont un peu maoïstes, au fond, se ramenaient à deux éléments. Le premier, on peut tout vous pardonner à votre âge, disait-il, parce que vous avez connu une société de pénurie. Donc en réalité, tout votre comportement est un comportement dominé par la lutte contre cette pénurie. Vous ne voulez pas y revenir et vous travaillez pour ça. Nous n'avons pas connu la pénurie. Et ce que nous voyons, c'est qu'on va nous faire rentrer dans des bureaux et que nous allons vivre dans des bureaux pendant 30 ans avec comme seule différence la taille du bureau et le nombre de téléphones. Deuxième élément, finalement, disait-il, Nuremberg et des masses en train d'acclamer quelque chose, ça donne un sens à la vie. Il corrigeait tout de suite en disant, nous nous rendons bien compte que là c'était un sens tragique et contre lequel il fallait être, mais d'une certaine manière, Castro, par exemple, dont on ne sait pas grand-chose, avouait-il, correspond J'ai été à Cuba. Bon, correspond à une espèce d'explication, de rationalité possible du monde pour nous, qui nous permettrait de vivre. Oui, eh bien, écoutez, prenons Castro. Castro, aujourd'hui, donne comme objectif suprême à la population cubaine de produire 10 millions de tonnes de sucre. Or, n'oubliez pas que quand il est arrivé au pouvoir, Cuba produisait entre 6 et 7 millions de tonnes de sucre, et la première idée de Castro a été de réduire la production de sucre pour diversifier la production agricole. Aujourd'hui, le grand espoir de Castro, c'est 10 millions de tonnes de sucre. Je me demande pourquoi un objectif aussi prosaïque aurait une valeur poétique. Il faut vraiment être à Paris et rêver de loin pour trouver une particulière poésie là-dedans. J'ajoute une chose, c'est que les Cubains sont un peuple charmant et qu'ils ont une qualité poétique en tant que telle. Tout au moins, je l'ai senti quand j'étais là-bas. Mais je ne vois pas pourquoi acclamer Castro coupant la canne à sucre donnerait un sens à la vie, car au bout du compte, le seul sens de la canne à sucre, c'est de manger du sucre, c'est-à-dire c'est de la société de consommation. Et faut-il le faire dans des conditions difficiles et pénibles pour que cela ait un sens? Cela me paraît assez extraordinaire comme manière de raisonner. D'autre part, l'acclamation au chef, je crois que les hommes de notre génération l'ont vécu une première fois et qu'ils sont immunisés contre la tentation. Et je souhaiterais pas les gens de 20 ans? Oui, mais je souhaiterais que les gens de 20 ans ne se laissent pas prendre à cette tentation. Vous avez raison pour Castro, mais ce que les gens demandent à Castro, ce que la jeunesse demande à Castro, c'est pas de produire, ou plus ou moins ils s'en moquent. C'est qu'ils ont le sentiment qu'on ne s'ennuie pas. Ce qui leur fait peur, c'est l'ennui dans cette société. Oui. J'ai beaucoup de peine à réfléchir sur l'ennui parce que je ne m'ennuie jamais. Et je trouve que la vie est passionnante et je suis toujours devant les jeunes bourgeois qui s'ennuient comme devant un phénomène étonnant. Par l'idée qu'un garçon... par un témoignage. Non, je vais parler de choses sérieuses maintenant. L'idée qu'un garçon de 18 ou de 20 ans qui est en train d'apprendre n'importe quoi, les mathématiques, la biologie, l'économie, a peur de s'ennuyer,
puisqu'il s'agit des étudiants, hein, il s'agit des bourgeois, me paraît extraordinaire. Cela dit, venons à l'ennui de la vie professionnelle. Alors là, je l'accorde. Il y a une bonne partie de métiers, il y a un bon nombre des emplois dans les organisations qui nous semblent ennuyeuses. C'est vrai. Alors, je conçois une révolte contre le système de l'organisation rationnelle de la production avec le désir de spontanéité, de créativité, d'expression. Cela dit, il s'agit malgré tout d'un ennui de bourgeois. Et dans une société française qui est encore relativement pauvre, comme la nôtre, la nécessité de produire impose la rationalité aux hommes. Bien entendu, je sais les limites et les équivoques de la rationalité. La rationalité, après tout, ce n'est que la rationalité des moyens. Et pour prendre l'exemple le plus éclatant, aller dans la Lune est un triomphe de la rationalité des moyens, mais on peut discuter si l'emploi des 25 ou 30 milliards de dollars pour aller dans la Lune est un emploi rationnel. Il n'y a de rationalité que dans l'organisation des moyens, et même le génocide peut être organisé rationnellement. Par conséquent, l'opposition de raison et non-raison est équivoque, car il faut savoir en vue de quelle fin on organise la rationalité. Mais revenons au problème. La vie professionnelle passe pour ennuyeuse aux yeux d'un grand nombre des hommes d'aujourd'hui. Je l'accorde. Mais comment faire autrement? Et d'une certaine manière, n'est-ce pas faute d'une formation appropriée, car malgré tout, l'ensemble de l'existence n'est plus absorbé par la vie professionnelle, et il importerait de former les hommes à trouver un intérêt éventuellement en dehors de leur profession. Alors il y a évidemment une possibilité. Je conçois qu'aux États-Unis, où une partie de la population a atteint un niveau très élevé d'abondance, certains se contentent de gagner des sommes limitées en travaillant 2 ou 3 jours par semaine, et le reste du temps s'abandonnent à l'improvisation et à la spontanéité. Disons qu'une certaine culture hippie, qui serait une rupture avec le système des valeurs traditionnelles, valeurs puritaines, valeurs protestantes, valeurs de travail, je conçois une culture qui serait, pour ainsi dire, l'expression possible d'une société d'abondance. À l'origine de la civilisation moderne, il y a eu un grand courant optimiste, qui était le courant dominant, et puis il y a eu un petit courant pessimiste, qui était celui de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, on pouvait dire que le progrès des arts et des sciences contribuait à corrompre l'humanité. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, dans une large mesure, c'était une critique rousseauiste de la société moderne. Dans le marxisme, il y avait au fond, d'une part l'industrialisme, Saint-Simon, et il y avait une nostalgie rousseauiste. Je dis quelquefois en simplifiant, Marx, c'est aller vers Rousseau en passant par Saint-Simon. Eh bien, l'industrialisme de Saint-Simon n'a pas donné la communauté de Rousseau. Et la déception actuelle, ou les désillusions d'aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'industrie crée une société où les relations deviennent anonymes, où les hommes travaillent dans des ensembles gigantesques, où la communauté close et étroite disparaît, et où par conséquent, il y a une nostalgie, soit de participation, soit de signification au-delà du travail. Personnellement, j'approuve cette revendication et cette nostalgie, mais je ne voudrais pas qu'elle cherche à se satisfaire simplement par la déraison et en détruisant ce qui tout de même, pour la masse de la population, demeure la condition d'un sort amélioré. Vous voyez, je ne suis pas étranger à ces soucis, je les comprends. Et je comprends que la société industrielle dans laquelle nous vivons, nous avons eu tendance à certains moments à nous en satisfaire trop facilement, pour une raison très simple. Nous avons connu la crise des années 30, et le fait que nous ayons résolu, au moins en partie, les problèmes des années 30, a donné à notre génération un certain sentiment de satisfaction. Je trouve bien que la jeune génération soit insatisfaite, mais je ne voudrais pas que dans son insatisfaction légitime, elle détruise la machine. Vous n'avez pas l'impression qu'elle détruira la machine, en réalité? En réalité, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je crois que la majorité de ces jeunes traversent une crise d'adolescence, une crise qui pourra leur donner une insatisfaction créatrice, une crise qui peut-être amènera à rectifier certaines des institutions de la société française, mais je crois que l'industrialisme reste notre fatalité,
bienfaisante ou malfaisante, bénédiction ou malédiction, chacun peut en discuter, mais notre fatalité. Est-ce que vous avez peur de la guerre? Vous voulez dire de la grande guerre nucléaire? Parce D'une guerre. Il y a des guerres. Oui. Au moment même où nous parlons, une guerre continue au Vietnam, une autre guerre continue au Moyen-Orient. La période 1945-1969 est peut-être une période de grande paix, simplement parce que les guerres ont été limitées, mais il n'y a cessé d'y avoir des guerres. Je parle des grands engrenages. Ah, des grandes guerres menées jusqu'au bout par les grandes puissances. Par exemple, un clash entre la Chine et la Russie. Personnellement, je ne crois pas, au moins pour le proche avenir, à une guerre entre l'Union soviétique et la Chine, parce qu'il me semble que la supériorité militaire de l'Union soviétique est aujourd'hui écrasante. Je sais bien que la règle du jeu qui s'est progressivement établie depuis 1950 ou 1955, c'est que les armes nucléaires sont des armes de suprême recours et qu'elles n'empêchent pas des conflits armés à ce que l'on appelle des niveaux inférieurs. On peut donc concevoir des opérations militaires entre l'Union soviétique et la Chine. Mais il me paraît qu'il n'est ni dans les intentions, ni dans les intérêts, ni de l'Union soviétique, ni de la Chine populaire, d'entrer dans l'engrenage d'une grande guerre entre deux pays socialistes. Dans un avenir plus lointain, on peut naturellement imaginer que le destin de l'Asie soviétique, de l'Asie russe, devienne un enjeu qui justifie des affrontements militaires. Mais il s'agirait là de spéculations à long terme que je n'aime guère. Et en dépit de ma réputation de pessimisme, je dirais que je suis optimiste en ce sens que je ne crois pas à la paix universelle. Je crois que l'homme et les États sont belliqueux, mais que la limitation des conflits armés dans la période historique que nous traversons est probable. En d'autres termes, je crois à la prolongation de la phase que nous vivons de conflits armés limités. Cela dit, si nous prenons la question du Moyen-Orient, la guerre entre Israël et les pays arabes, je suis pessimiste en ce sens que je crois à la prolongation pour des années et des années d'une espèce de guerre avec de temps en temps des batailles plus importantes, à d'autres moments des batailles plus limitées, mais je ne vois pas de paix au Moyen-Orient. Parce qu'il s'agit dans ce cas d'un conflit à mort, puisque l'enjeu c'est la possession d'un sol, et d'un sol qui est sacré à la fois pour les Juifs ou les Israéliens, et pour les musulmans ou les Arabes ou les Palestiniens, comme vous voudrez. Donc, dans ce cas précis, je ne vois pas la paix. Mais entre l'Union soviétique et les États-Unis, il me semble qu'il s'est établi un modus vivendi. Dans Paix et guerre entre les nations, j'ai parlé de frères ennemis, c'est-à-dire que je crois que la compétition, la rivalité continue, mais que l'intérêt commun à ne pas se faire une grande guerre a été perçu. Ce qui ne signifie pas que des accidents ne peuvent pas arriver, mais on ne peut raisonner que sur ce qui est conforme aux intentions des acteurs et à la logique d'une situation. Vous avez tendance à croire que toute intervention signifie tout de suite ce que Clausewitz appelait l'ascension aux extrêmes. Ce que l'humanité, depuis 25 ans, a appris, c'est à se battre sans s'entre-détruire. Et on peut concevoir en Europe des conflits sérieux. Cela n'implique pas encore ce que Jean Guiton appelle l'infini de la destruction totale. Ce qui me paraît faux dans son livre, c'est qu'il confond l'utilisation éventuelle d'une arme atomique avec l'utilisation de toutes les armes et la destruction totale de l'humanité. Ce n'est pas sérieux. C'est encore la forme primitive de la stratégie nucléaire où l'on parlait des représailles massives et où l'on imaginait qu'en cas du franchissement d'une ligne, les États-Unis enverraient tout ce qu'ils possédaient sur l'ennemi. Nous n'en sommes plus là. Personne n'en est plus là, ni d'un côté ni de l'autre. L'autodestruction de l'humanité par les armes nucléaires, si vous voulez, c'est le point ultime de référence. Mais c'est un point ultime de référence que, à mon avis, l'humanité ne doit pas atteindre. Et ne doit pas atteindre au double sens qu'il n'est pas probable que l'humanité atteigne ce point, et l'humanité doit tout faire pour l'éviter. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup réfléchi sur la stratégie nucléaire et j'ai tant écrit, car l'humanité, les hommes doivent apprendre à se servir de manière mesurée de ces armes démesurées. Et l'utilisation mesurée de ces armes démesurées
C'est l'utilisation diplomatique, l'utilisation en dernier recours. Ce qui vous prouve qu'une fois de plus, en dépit de ma réputation de pessimiste, j'ai un optimisme fondamental. Je ne crois pas que nos jeunes gens détruiront la fabrique de la société rationalisée, et je ne crois pas non plus que les États, en dépit de leurs conflits, se détruiront les uns des autres dans une guerre nucléaire totale. Alors d'où vient votre réputation de pessimiste? Parce que je ne crois pas à l'utopie, c'est-à-dire que je crois que aussi longtemps que l'on puisse regarder en avant, la vie de l'humanité sera difficile, sera chargée de conflits. Je crois que les valeurs auxquelles je suis profondément attaché, comme les valeurs de liberté, sont toujours précaires, toujours menacées, qu'il n'y a pas de régime qui donne une garantie, qu'il n'y a pas de régime parfait. Vous voyez, on passe pour pessimiste lorsque l'on dit une banalité, à savoir que l'on choisit toujours entre des inconvénients. On passe pour pessimiste lorsque l'on dit à la manière de Churchill, la démocratie est le régime le plus détestable que l'on connaisse, sauf tous les autres régimes connus. Bien, une formule de cet ordre, je ne sais pas si c'est l'expression du pessimisme ou de l'optimisme, mais je dirais que si pessimiste je suis, ce que je ne crois pas dans l'ordre politique, il s'agit d'un pessimisme actif. C'est-à-dire, je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté.